Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour le festival Impulsion Business. Demain, c'est ici. On va maintenant, après avoir découvert tous les atouts de la Normandie ce matin et les grandes étapes de la création d'entreprise, on va maintenant approfondir les statuts de l'entreprise avec Axel Louvet qui va pouvoir, conseiller à la CCI, qui va pouvoir vous présenter quels sont les différents statuts qui existent pour créer votre entreprise et comment choisir celui qui correspond le mieux à votre projet. Je vais laisser Axel vous présenter ça pour à peu près un 3/4 d'heure. Et puis, surtout, n'hésitez pas à poser des questions à travers le chat pour qu'on puisse interagir et répondre à vos questions plus spécifiquement. Axel. Merci Mathias. Donc bonjour à tous. Donc tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc je suis Axel Louvet. Donc je suis conseiller à la création et reprise d'entreprise à la Chambre de commerce de Caen, comme Audrey Thièble-Beautret qui a présenté le webinaire précédent pour ceux qui étaient là. Donc là, sur ce webinaire, on va s'atteler sur le choix du statut juridique, lequel choisir, lequel est le mieux adapté à vous et votre projet. Donc on va approfondir cette question. J'espère vous apporter des réponses à vos interrogations que vous avez avant cet atelier. L'objectif de cet atelier, ça va être de vous donner les clés pour le choix de statut. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire pour telle activité, ça va être tel statut, pour telle activité, ça va être quel statut. Et je vais vous détailler et vous différencier les statuts existants lors d'une création d'entreprise. Je vous donne, le terme clé est bien choisi, je trouve, parce que je vais vous donner différentes clés pour ouvrir les portes dont vous avez besoin. Déjà, première question, à quel moment on choisit son statut? Et ça, c'est une question importante. Parce que, voilà, comme est précisé dans le petit slide, ce n'est pas la première question à se poser, même si chez beaucoup de personnes, et sûrement vous qui êtes présents sur ce live, c'est la première question que vous posez, j'ai une idée de projet, sous quel statut je dois ouvrir? On en entend beaucoup parler, et c'est une question qui est très récurrente. Moi, j'anime souvent l'atelier Envie de vous lancer, qui est un peu une porte d'entrée à la CCI, à la création. Et quand j'anime cet atelier, à la fin, il y a un petit moment d'échange, et les gens viennent me voir en disant, voilà, moi je veux ouvrir mon restaurant, sous quel statut je dois mettre? Moi je veux faire du conseil sur de la maîtrise d'ouvrage, par exemple, sous quel statut je dois mettre? Je ne peux pas vous répondre. Et c'est pour ça que ce n'est pas la première question à se poser. C'est une question à se poser, évidemment, mais ce n'est pas du tout la première question. Parce que à brut, on ne peut pas y répondre. Ça va dépendre de beaucoup de choses. La première chose, de l'ambition de votre projet, que ce soit à court terme et à moyen, voire long terme. Ça va dépendre de votre situation personnelle. Au niveau professionnel, est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous comptez quitter votre emploi pour créer votre entreprise, ou est-ce que ça va être une activité secondaire? Ça va dépendre aussi de votre situation fiscale. Est-ce que je suis marié? Est-ce que j'ai des enfants? Et familial également, évidemment. Et ça va dépendre aussi de votre activité, évidemment. Donc voilà une petite image qui vous montre un peu le parcours de création d'entreprise dans sa globalité. Donc évidemment, souvent on a son idée de projet, on vérifie que ça est bien adéquat à notre personnalité, à nos compétences professionnelles. Et vous voyez, tout de suite après, la première question n'est pas le choix du statut juridique. On fait son étude de marché, on réalise des prévisionnels financiers, on met tout ça en chiffres, on cherche des financements, et c'est à ce moment-là qu'intervient l'étape 7, le choix de la structure juridique, fiscale et sociale de l'entreprise. Et derrière, donc, on accomplit donc ces formalités de création, on s'installe et on démarre l'activité d'entreprise. Mais vous voyez que c'est un choix qui intervient plus tard. Alors évidemment, quand on fait son étude de marché, quand on démarre son projet, on peut déjà se poser la question, mais on n'aura pas de réponse définitive et ferme. Il faut bien prendre le temps d'analyser son marché, son activité et sa situation personnelle pour faire ce choix. Donc voilà, en gros ici, sur ce diapo-là, vous avez les 5 grands choix de statut que vous avez pour une création d'entreprise, d'une petite entreprise aujourd'hui, qui sont scindés en 2 grandes catégories. Tout d'abord, on a les entreprises individuelles, qui sont sous 3 grandes formes en général. Le système micro-entreprise, auto-entreprise, ou micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Le système des entreprises individuelles classiques en elles-mêmes. Et une version spécifique de l'entreprise individuelle qui est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Pour vous détailler un peu les chiffres qu'il y a en dessous, sur l'année 2019, les créations de micro et auto-entreprises représentent 47% des créations sur les 815 000 créations qu'on a eues en 2019. Donc c'est une forme de société qui est très à la mode, très facile. J'y reviendrai dans le détail juste après. Pour les entreprises individuelles, cela représente 26% des créations d'entreprises. Et ensuite, on a les sociétés à responsabilité limitée. Donc là, on parle de société. Donc cette notion aussi d'associé, d'être plusieurs.
Donc le premier statut qui est très commun, qui est très connu, est la SARL, donc Société à responsabilité limitée. Il y a un statut similaire qui est l'EURL, donc l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou la SARL unipersonnelle, donc Société à responsabilité limitée unipersonnelle, qui est le même format qu'une SARL pour les deux statuts en dessous, sauf qu'on est associé unique. C'est la seule différence, sinon c'est exactement le même modèle de fonctionnement. Et enfin, la SAS, la Société par action simplifiée, ou la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, quand on est associé unique. Donc les sociétés en France, ça représente 27% des créations en 2019. Et dans ces 27%, on a 14% de SARL, 20% de URL ou SARL unipersonnel, 26% de SAS et 37% de SASU. Évidemment, si on fait les comptes, on ne tombe pas à 100% parce qu'il y a d'autres statuts aussi existants. Là, je vous présente les principaux quand on crée une entreprise. Il faut savoir que des fois, des entreprises créent des sous-entreprises, des holdings, et donc il y a d'autres formats de statuts. Je vais en présenter quelques-uns à la fin de cette présentation pour vous donner un peu une notion, mais il n'y aura pas tout. Là, c'est vraiment les 5 principales. Moi, dans mon quotidien, quand j'accompagne les gens, on sort rarement de ce cadre de ces 5 statuts existants. Il faut savoir que l'ordre non plus n'est pas anodin sur le diapo. En partant de la micro-entreprise sur toute la gauche de la slide jusqu'à la SAS à droite, on peut établir une flèche de gauche à droite en disant la forme d'entreprise la plus à gauche est la plus simple et la moins coûteuse, et la forme la plus à droite est la plus complexe et la plus coûteuse aussi. C'est évidemment lié. Plus c'est complexe, plus les coûts vont être liés, vont être importants. Et quand je parle de coûts, ça sera des coûts à la création, mais ça peut être des coûts de fonctionnement, des frais de fonctionnement. On y reviendra dans le détail de chaque statut. Donc on va commencer le détail de chaque statut, tout d'abord par les sociétés à responsabilité limitée. Donc, comme précisé juste avant, je vous disais, on peut être un ou plusieurs associés, évidemment, mais on peut vraiment avoir une société en étant associé unique, il n'y a aucun souci. Les associés, s'il y en a plusieurs, on appelle ça des associés solidaires aux dettes et aux bénéfices. C'est-à-dire que si la société est endettée et qu'on doit aller chercher l'argent au niveau des associés, on peut prendre que sur un seul associé. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple concret. L'entreprise doit 50 000 euros et ça retombe sur les associés. Si vous êtes 3 associés, si un des 3 associés possède cette capacité de remboursement des 50 000 euros, on ira chercher chez cet associé-là et après les associés se débrouillent entre eux. C'est le système de solidarité des associés. De même pour les bénéfices, évidemment. Si vous faites plus 40 000 euros de bénéfices et que vous voulez vous reverser de l'argent, un seul associé peut tout prendre et après on peut aussi s'entendre entre associés. Le capital, notion très importante de capital. Le capital minimum est de 1 euro. Évidemment, on conseille rarement de mettre 1 euro en capital. Le capital, donc, c'est une somme qu'on débloque dès le début à la création de l'entreprise, au niveau de son compte bancaire professionnel, qui est une somme publique. On appelle ça le capital social. On peut retrouver ça publiquement sur Infogreffe, sur société.com s'il y en a qui connaissent. Donc, c'est important de mettre plus qu'1 euro parce que ça jauge de la crédibilité de votre projet. Donc, si on met un projet avec un capital de 1 euro, on se dit, bon, bah, la personne, en fait, elle n'a pas beaucoup pris de risque pour créer son entreprise. Ça ne montre pas un réel sérieux. On conseille souvent au minimum de mettre 500, 1000 euros. Et des fois, c'est évidemment plus selon les projets et la nature du projet. Il n'y a pas de réponse exacte, mais tout dépend des investissements, de l'activité, avec qui on travaille. Est-ce que je travaille en B2C, business to consumer, vers des particuliers, ou en B2B, vers des professionnels, business to business. Voilà. La particularité des sociétés à responsabilité limitée aussi, c'est qu'il y a une séparation de patrimoine entre le personnel et le professionnel. On crée ce qu'on appelle une personnalité morale. Vous, en tant que particulier, vous êtes ce qu'on appelle une personne physique, au sens fiscal du terme. Et bien ici, on va créer une personnalité morale. Et vous êtes le représentant de votre personnalité morale. Vous n'êtes que le représentant de votre société. Mais on pourrait personnifier la société. La société, c'est une personne à part entière qui est fictive, qui n'est pas réelle, comme vous et moi. Mais on crée cette personnalité. Pour les sociétés à responsabilité limitée, mais pour les sociétés en général, il y a des statuts à rédiger par un professionnel du droit. Donc les statuts, ce sont ce qu'on appelle aussi contrat de société. Donc c'est un petit document qui fait quand même une bonne vingtaine de pages, un document réellement juridique qui définit les règles de la société. Ça va dire qui a mis combien de capital, comment on prend une décision dans la société, comment un associé peut partir de la société. Voilà, ça régit toutes les règles de la société et parfois les choses un peu moins amusantes, entre guillemets, si on peut parler d'amusement, mais ça prévoit la mort d'un associé, le fait une dispute entre associés, comment ça se passe. Ça prévoit vraiment tout. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit absolument réalisé par un professionnel du droit,
car c'est très réglementé, on ne peut pas y mettre ce qu'on veut, et c'est très important pour la suite de la société, parce qu'une société qui peut marcher très bien, si les statuts sont mal rédigés, à un moment ou à un autre, elle peut être bloquée, et ça peut créer la fermeture de la société en elle-même, ce qui serait quand même dommage pour une activité qui fonctionne bien. Et comme son nom l'indique, du coup, les sociétés à responsabilité limitée, on dit limité, mais en fait, c'est un risque limité aux apports. C'est-à-dire que, comme je disais, l'apport va souvent en capital. Je mets 5 000 euros de capital, donc 5 000 euros d'apport. C'est la seule somme que je peux perdre dans ce projet théoriquement. D'où la petite parenthèse, sous réserve de caution personnelle. Et j'y reviens dans la diapo juste après. Qu'est-ce qu'une caution personnelle? J'y viens juste ici. Donc voilà un schéma très simple de ce qu'est une société. Donc vous êtes sur la gauche, une personne physique, ou plusieurs s'il y a des associés. Donc là, j'ai pris l'exemple de 3, par exemple. On peut être seul, évidemment. On crée une société, donc qui bascule de l'autre côté sur la droite, donc la personne morale, oui, là, tout à fait, la personne morale. Et j'ai créé un peu fictivement ce mur de la responsabilité. Et la chose que vous voyez traverse ce mur, c'est votre rapport de départ. C'est le risque que vous prenez. Hop. Alors évidemment, des installations qui veulent se mettre. Donc voilà, une société. On va faire un peu de comptabilité de manière très simplifiée, vous inquiétez pas. Une société, en fait, elle a de l'actif et du passif comme vous et moi. C'est-à-dire que personnellement, moi, l'actif, par exemple, je suis propriétaire, j'ai une maison. J'ai acheté une maison, j'ai à mon actif une maison. Et en passif, c'est mes dettes. C'est que pour payer cette maison, j'ai pris un emprunt. Donc dans mon passif, il y aura l'emprunt qui a financé cette maison. Et bien une société, c'est exactement la même chose. Elle a son actif, donc les immobilisations, donc les murs, les meubles, le mobilier, le matériel s'il y a besoin, le stock quand il y a du stock, les créances clients, les clients qui nous doivent de l'argent à l'instant T, parce que voilà, le bilan d'une société, on peut appeler ça un bilan, ça va être une photographie à un instant T de votre société. Donc à ce moment-là, dans l'actif, il y a les immobilisations, bon, les meubles qui ne bougent pas à travers le temps, mais les créances clients bougent. Il y a des clients qui nous payent tout de suite, d'autres peut-être plus tard, et c'est au moment de l'instant T on prend cette photographie, on regarde combien de clients et combien nous doivent ces clients. Et enfin, la trésorerie, ce qu'il y a dans la caisse ou sur les comptes de l'entreprise, qui va représenter l'actif. C'est tout ce qui a de la valeur dans la société. Et en face de ça, il y a le passif. Dans le passif vient le capital, évidemment, parce que le capital, donc vous avez apporté par exemple 5 000 euros de capital. C'est-à-dire la société, en fait, elle vous doit 5 000 euros puisque vous leur avez donné. Ensuite, il y a les dettes fournisseurs, forcément. Alors, ça dépend des activités, évidemment. Si on fait de la prestation de service, on a forcément moins de fournisseurs. Mais un restaurant, par exemple, qui est un exemple très récurrent et très simple, va avoir besoin de matières premières pour faire son activité. Donc, il a des dettes auprès de ses fournisseurs. Ensuite, vient les dettes auprès des organismes financiers, c'est-à-dire globalement souvent les banques. Pour créer son activité, la plupart du temps, on en a besoin d'un emprunt bancaire, donc ça apparaît dans le passif, pour financer potentiellement les immobilisations. Et enfin, vient les dettes d'État, tout ce qui est TVA et impôts, par exemple. Et pourquoi je fais ce schéma-là? C'est pour bien vous expliquer ce que sont les cautions personnelles. C'est-à-dire que vous apportez 5 000 euros et dans votre projet, vous voulez emprunter 100 000 euros dans sa totalité pour mener à bien votre projet. Donc avec la banque, vous allez faire un contrat de prêt bancaire professionnel. Mais la banque peut dire, voilà, nous, on vous prête 100 000 euros, on prend un risque financier, entre guillemets. Et à côté de ça, vous apportez, entre guillemets, que 5 000 euros. Donc la banque va avoir besoin de garanties financières derrière. Donc il y a deux grands systèmes de garantie. Il y a les organismes de garantie qui garantissent un pourcentage de l'emprunt, le plus connu étant BPI France. On entend beaucoup parler actuellement, notamment avec la crise sanitaire qui apporte beaucoup d'aide pour les entreprises. Et bien, de base aussi, leur travail, c'est de mettre en place ces garanties financières qui permettent, sur 100 000 euros, par exemple, BPI France va vous dire, je me porte caution, garantie sur 50% du montant de l'emprunt. Donc dès le départ, si on prend l'exemple de 100 000 euros, elle se porte caution sur 50 000 euros. Et la banque dit, c'est déjà une super chose qu'on ait ça, mais on a besoin de plus, nous, pour nous garantir ce montant financier. Et c'est là qu'interviennent les cautions personnelles. Elles sont possibles, elles ne sont pas obligatoires, tout comme la caution avec BPI, par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors du contrat, vous signez cette caution personnelle. Ça veut dire que si la société est endettée et qu'au-delà de la garantie BPI, il reste de l'argent remboursé, que ce soit sur l'emprunt bancaire professionnel, on peut être amené à vous de réclamer l'argent personnellement. C'est là où j'insiste beaucoup là-dessus, puisqu'on parle de société à responsabilité limitée. Donc on se dit, moi j'apporte de l'argent au départ, puis après on ne peut plus rien me demander personnellement. Mais en fait, il y a quand même cette caution personnelle possible qui fait que, vous voyez, avec la flèche,
on arrive à retraverser le mur dans l'autre sens, ce fameux mur de la responsabilité. Et donc, on peut aller rechercher dans votre patrimoine, entre guillemets, cet argent manquant. Je prends l'exemple, voilà, au bout de 3 ans, vous avez pris un emprunt de 120 000 euros. Au bout de vous avez pris 100 000 euros, pardon, sur 5 ans. Au bout de 3 ans, vous avez remboursé déjà 60 000 euros, théoriquement. Donc, il reste 40 000 euros. Puis là, la société doit fermer pour X raisons, donc il faut rembourser tout le monde. Si on est en liquidation judiciaire, par exemple, c'est-à-dire que l'entreprise n'a plus assez d'actifs, d'immobilisation ou de trésorerie pour rembourser ses dettes. Et c'est donc là qu'une caution personnelle intervient notamment, parce que s'il reste 40 000 euros à rembourser, cette caution personnelle peut amener à vous réclamer, vous, personnellement, ces 40 000 euros restants. Alors après, si on a, par exemple, les 50% avec BPI, il resterait plus que 20 000 euros. Mais voilà, c'est comme ça que marche une caution personnelle, et c'est là où je vous mets en vigilance. Quand vous signez les contrats bancaires pro, de vérifier qu'il y a bien une caution personnelle. C'est tout à fait légal et normal, hein. Si ça n'existait pas aujourd'hui, le système bancaire serait déjà écroulé, évidemment. Mais c'est bien d'en avoir connaissance et d'avoir connaissance de l'impact que ça a sur votre vie personnelle. Donc voilà sur le petit point sur les cautions personnelles possibles, sachant qu'il y a 2 types de cautions. Quand on a un fonds de commerce, notamment quand on a un local commercial où on exerce son activité, ce qu'on appelle un fonds de commerce, la banque peut dire je prends en nantissement le fonds de commerce, c'est-à-dire que si on est en liquidation judiciaire et qu'on a besoin de rembourser cet emprunt, la banque peut dire c'est nous qui allons revendre ce fonds de commerce pour rembourser les dettes que vous avez. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut avoir aussi des garants extérieurs, de la famille, une autre entreprise, tout est possible. Donc, avantages et inconvénients en général sur les sociétés à responsabilité limitée. Grand avantage, c'est en termes d'organisation et de développement de l'entreprise. C'est souvent adapté pour des plus gros projets, entre guillemets, qui sont amenés à se développer, évidemment, et avec une organisation définie par les statuts de l'entreprise. Ça permet quand même une séparation de patrimoine, donc un risque relativement limité quand même. Et une transmission possible, c'est-à-dire que quand on peut revendre une société, on revend ses parts ou ses actions pour céder l'entreprise à quelqu'un ou faire entrer quelqu'un dedans. Inconvénient de tout ça, évidemment, en contrepartie, un formalisme plus important, des statuts à rédiger, des contrats à faire, évidemment, des obligations juridiques, fiscales et comptables plus importants. Quand on est en société, évidemment, on a un comptable à l'année, on doit gérer sa TVA à l'année, c'est une obligation, et un bilan à faire à la fin de l'année avec le comptable. Évidemment, les sociétés à responsabilité sont aussi plus coûteuses. Pour vous donner un exemple, à la création, une SARL va coûter autour de 1 000 1 200 euros d'honoraires total. Hein. Quand je dis honoraire, ça va comprendre le coût de l'avocat pour rédiger vos statuts, mais aussi les frais de création administrative, tout simplement. Et une SAS, ça va être plutôt autour de 1 500, 2 000 euros pour faire des statuts. J'y reviendrai dans le détail juste après, parce qu'on y arrive, dans le détail des 2 grandes formes de société à responsabilité limitée. Donc on va s'attarder d'abord sur la première, une assez commune, la SARL ou EURL qu'on a associée unique. Donc pour la SARL, il faut 2 associés minimum, parce qu'on parle de société à responsabilité limitée. Dès qu'on a le terme société en théorie, c'est qu'il y a au moins 2 associés. Mais pour l'URL, on peut être associé unique. Il n'y a évidemment pas de souci. Un capital minimum, comme je vous disais, de 1 euro. On le conseille très rarement, le 1 euro. Moi, j'ai dû accompagner plus de 100 entreprises, 150 entreprises qui ont été créées. J'en ai aucune qui a un capital de 1 euro, évidemment. Mais légalement, le minimum, c'est quand même 1 euro. Le statut social. Ça, c'est une chose très importante. Quand on est dirigeant d'une SARL ou d'une URL, on est considéré comme gérant ou co-gérant quand on est plusieurs associés. Donc, on est au régime social, une petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave, qui est donc on est au régime ce qu'on appelle TNS, travailleurs non salariés. Donc, on dépend de ce qu'on appelait avant le RSI, régime social des indépendants, qui s'appelle aujourd'hui la sécurité sociale des indépendants. Donc voilà, on est TNS. Et si on est gérant tiers minoritaire, je suis associé à 20% dans l'entreprise, je n'ai pas forcément une activité directe dedans, ou j'ai une activité directe dedans. Justement, quand j'ai une activité directe dedans, on peut être assimilé salarié et donc être au régime social salarié classique de la CPAM. Donc voilà là-dessus. Pour les EURL, au niveau fiscal, de base, on est soumis à l'impôt sur le revenu, mais il y a cette option de l'impôt sur la société possible. Et pour les CRL, on est d'office basé sur l'impôt sur la société. Alors, EURL à l'IR, c'est très rare qu'on le voit. Justement, quand on choisit ce statut, c'est notamment parce qu'on veut aussi être soumis à l'impôt sur les sociétés. À la toute fin
de cette présentation. Je reviendrai là-dessus, je vous donnerai des petits exemples si j'ai le temps sur l'impact de l'imposition sur la création de l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir aussi pour ce type de société, donc normalement, notamment quand on est en SARL et donc avec plusieurs associés, c'est qu'on a du pouvoir entre guillemets ou des parts à hauteur de son apport. C'est-à-dire que j'ai un projet, on est 2 associés par exemple, je vais prendre un exemple le plus simple possible, et on apporte 10 000 € de capital au départ. Si un associé apporte 8 000 €, il va avoir 80% des parts. Et si un autre associé apporte 2 000 €, il va avoir 20% des parts. Donc dans les prises de décision, celui-là à 80% va forcément plus compter. Et, voilà. Et souvent, on met dans les statuts, justement, on régit ça pour avoir un minimum de pourcentage de parts dans la prise de décision. Donc voilà pour globalement comment fonctionne une SARL ou une URL. Ensuite, autre forme de société, donc les SAS, les sociétés par action simplifiée ou unipersonnelles pour les associés uniques. Donc comme pour la SARL, là, le départ va être le même. 2 associés minimum ou 1 quand on est en unipersonnel. Un capital minimum de 1 €, mais comme je vous disais, c'est très rare. Donc là, au niveau social, il y aura un statut de président. Et pour un deuxième associé, s'il y a un deuxième associé, de directeur général. Et des fois, on voit parfois à la télé des choses comme ça, on voit PDG de telle société. Il y a de fortes chances qu'il soit sur un modèle de SAS quand on voit qu'il est en PDG. Donc le terme président, directeur général. Donc, et quand on a ce statut de président, on peut avoir, donc on a ce système d'être assimilé salarié et donc d'avoir une couverture sociale classique d'assimilé salarié. Et pour le directeur général ou autre organe de direction, on est TNS, donc travailleur non salarié, donc au régime social indépendant. Donc au niveau de l'imposition, c'est soumis à l'impôt sur la société, mais avec une option à l'impôt sur le revenu possible qui est très rarement choisie. Mais voilà, hein. Comme je vous disais, hein, tout dépend de votre situation perso. Et peut-être que dans un cas précis, on va faire une SAS à l'impôt sur le revenu. On ne sait jamais. Et l'avantage de la SAS, entre guillemets, c'est qu'il y a cette possibilité de prélèvement de dividendes. Alors, c'est possible aussi en SARL, mais c'est moins commun parce que ça coûte plus cher. C'est pour ça que je mets à moindre coût. Il y a quand même c'est taxé, forcément, le dividende. Il y a ce qu'on appelle la flat tax de 30%, c'est-à-dire que vous prélevez 10 000 € de dividende, il y a 3 000 € qui repartent forcément derrière. Une partie sur des charges sociales et une partie sur de l'imposition. Mais ça peut être utile dans certains cas pour se verser du dividende en plus d'un revenu dans la société. Donc voilà, vous allez me dire, mais voilà, moi je vais vous expliquer ça, c'est super, mais que choisir? Enfin, moi, je ne sais pas du tout quoi choisir entre. Je sais que je veux faire sous forme de société parce que c'est peut-être plus adapté à mon projet, mais SARL, SAS, j'ai un vrai doute. Quels sont les vrais avantages de l'un ou de l'autre? Que choisir? C'est pas forcément évident d'y répondre comme ça brutement. Il faudrait regarder votre situation personnelle à chacun. Mais déjà, la principale différence, ça va être la formalisation des statuts. Parce qu'en SARL, en fait, les statuts vont être définis par la loi, c'est-à-dire que ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Et comme je vous disais, par exemple, au niveau de l'apport, si j'apporte 80% de l'apport, j'ai 80% de pouvoir de décision. Alors qu'en SAS, c'est pas du tout comme ça. En SAS, je vulgarise au maximum et je simplifie, mais en gros, quand on fait des statuts de société, on part d'une feuille blanche et c'est nous, avec l'avocat, qui définissons les règles. Alors on peut se baser sur la SARL, mais il y a une règle notamment qui est un peu différente, c'est ce système d'apport. On peut très bien dire il y a 10 000 € de capital en tout et rester sur ce système de 8 000 et 2 000 €. Cependant, on choisit qu'on est tous les deux à 50 et 50% en pouvoir de décision. Alors on conseille très rarement le 50-50, hein, vous pourrez voir ça un jour avec un avocat ou avec un conseiller, parce qu'en cas de désaccord, la société est bloquée et aucune décision peut être prise. Donc on conseille plutôt le 51-49. En cas de 50-50, parce que des gens veulent absolument faire un 50-50 et ça peut se comprendre aussi, on fait ce qu'on appelle avec un avocat un pacte d'associés, justement qui définit les règles en cas de souci. Et la différence aussi majeure entre SARL et SAS, c'est le statut social. Comme vous l'avez expliqué précédemment, en SARL, on est forcément quasiment travailleur non salarié. En SAS, on peut être président assimilé salarié. Et donc ça, c'est des petits points qui peuvent régir votre choix de statut. La SAS, notamment, est beaucoup utilisée dans l'innovation. Parce qu'on a besoin d'investisseurs extérieurs, des business angels ou de l'investissement extérieur, mais on veut garder le contrôle de sa société. Et vous voyez, des projets où il y a besoin de 100 000 € d'investissement et que c'est un investisseur extérieur qui finance la quasi-totalité, peut-être 99%, si on va sur un modèle SARL, il va avoir 99% du pouvoir. Et ce n'est pas le but pour vous parce que c'est votre projet à la base. Donc on va plutôt se cibler sur une SAS. Et le statut social peut être important aussi au niveau perso. Parce que si je suis maman célibataire, ou si je suis célibataire, si je suis marié avec 2 enfants,
on va prendre en compte le statut social. Que fait le conjoint comme travail? Est-ce que les enfants pourront être sur sa couverture sociale? Voilà, il y a plein de questions sur lesquelles il faut réfléchir pour choisir ce statut. Et c'est ça qui va faire évoluer votre choix de statut. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas le connaître dès le début. Il faut attendre, il faut étudier votre projet et votre situation personnelle pour décider de ce statut-là. Voilà, c'est exactement ce qui est précisé ici. Donc, la SAS s'applique pour toute l'ouverture du capital à des investisseurs extérieurs. Alors même si c'est prévu dans un second temps, des gens parfois commencent et en fait au bout d'un an font appel à des investisseurs extérieurs. Mais pour anticiper ça, on commence dès le début en SAS. J'en ai pas parlé, mais en SAS aussi, on l'utilise pour les besoins de création de charges. Alors ça peut paraître bizarre de se dire j'ai besoin de me créer de la charge. Mais il y a des activités, alors, notamment dans la prestation de services, où en fait on a des activités très rentables. Je pense notamment quand on fait de la formation. On anime des formations, donc on peut facturer assez cher, notamment à des professionnels. Ça peut aller jusqu'à 500 € la demi-journée. Et au final, on a très peu de charges derrière. Et le risque, c'est de payer beaucoup d'impôts là-dessus, parce qu'après, il y a de l'impôt sur la société ou de l'impôt sur le revenu qui se pratique. Et donc, on va chercher des statuts qui vont créer de la charge. Et le fait d'être en SAS et d'être président assimilé salarié fait qu'on a plus de charges sociales. En moyenne, sur une SARL, quand on est TNS, de manière générale, hors SARL, mais quand on est TNS, on a entre 40 et 45% de charges sociales. Quand on est président assimilé salarié en SAS, on a plutôt autour de 70% de charges sociales. Donc ça va créer de la charge supplémentaire, mais qui peut rendre service à l'entreprise. Voilà. Et ici, on peut choisir la SAS pour ce besoin de ce statut assimilé salarié qui peut être utile. Alors je mets meilleure entre guillemets couverture sociale, parce que beaucoup de gens, on le voit à travers les chiffres que je vous ai présentés au départ, se disent moi je vais me mettre en SAS, comme ça je reste couvert normalement à 100% comme si j'étais salarié. Et on se dit ATNS, sécurité sociale indépendant, ça couvre pas de manière optimale. Sauf que de cette manière optimale, on peut quand même la retrouver en SARL. On est TNS, on va voir sa mutuelle, Harmonie Mutuelle par exemple. On fait un contrat de mutuelle pour avoir une complémentaire santé, une complémentaire retraite qui va coûter moins cher que si on était en SAS et qui va couvrir tout aussi bien. Je vois une petite question sur les SAS, j'y réponds maintenant parce qu'on est en plein dessus. Cela signifie qu'en SAS, on ne pouvait pas avoir de maintien des droits RE. Si, tout à fait, et c'est même plutôt pas mal, même la SARL. Étant donné qu'on pouvait compter un salaire dans le bilan de l'entreprise, que ce soit en SARL ou en SAS, il y aura une ligne dans le bilan comptable qui sera rémunération du dirigeant. On peut quand même bénéficier des maintiens des droits ARE. Il faut savoir, je précise pour les droits ARE, en fait, quand on crée une entreprise et qu'on est demandeur d'emploi, on peut demander à Pôle emploi qui nous maintienne nos droits de Pôle emploi. C'est-à-dire que moi, demain, je suis au chômage, je touche 1 200 € de chômage par mois, je crée mon entreprise, SARL ou SAS, je peux demander à Pôle emploi qui continue de me verser ces 1 200 €, et en contrepartie, je ne me verse pas de salaire avec l'entreprise que j'ai créée, la société que j'ai créée. Et ça marche en SARL, en SAS. Ce qui se passe, en fait, véritablement, c'est qu'avec le comptable, en fait, on fait un procès verbal de votre propre entreprise envers vous-même qui dit que tant que vous avez des droits Pôle emploi, peut-être 24 mois, vous ne versez pas de salaire. Parce que si vous versez un salaire, Pôle emploi compensera ou vous versera rien de vos droits en disant non, vous avez déjà un salaire, on ne va pas vous en reverser un autre. Donc voilà. Et le seul cas où c'est possible d'avoir un revenu supplémentaire, c'est notamment grâce à la SAS, parce que les dividendes ne sont pas pris en compte par Pôle emploi dans la rémunération. Donc si à l'année, vous touchez 1 200 € de Pôle emploi en SAS et qu'à la fin de l'année, vous dites mon entreprise a très bien fonctionné, j'aimerais bien me verser un peu plus quand même, et on prend du dividende. Donc voilà. Mais c'est tout à fait possible en SAS et en SARL d'avoir les droits ARE. On y reviendra après, même pour les entreprises individuelles, parce que c'est un peu plus particulier là-dessus. Donc ensuite, les entreprises individuelles. Donc entreprise individuelle, un seul associé possible, pas de capital social, parce qu'il n'y a pas de société, patrimoine personnel et professionnel confondu, pas de statut d'entreprise à rédiger, donc forcément moins coûteux. Pas besoin d'aller voir un avocat, ça peut se créer très facilement. Juste un CERFA à remplir, des documents à donner administrativement, carte d'identité, carte vitale assez classiquement. C'est soumis à l'impôt sur le revenu. Pour la plupart, il y a l'exception de l'EIRL, on y reviendra après. Des cotisations qui sont sur le résultat, les cotisations sociales, parce que la spécificité de l'entreprise individuelle, c'est que votre résultat, c'est votre revenu. Alors quand je parle de résultat, on prend votre chiffre d'affaires, on enlève vos charges, ce qu'on appelle les charges d'exploitation, le coût des matières premières, les frais s'il y a des frais, et après ça donne un bénéfice ou des bénéfices ou des pertes. Et bien ce résultat-là sera votre revenu.
Donc si vous avez 100 000 euros de chiffre d'affaires, 80 000 euros de charges, votre revenu, ça sera 20 000 euros. Vous êtes en statut social, donc travailleur non salarié. Donc voilà. Et c'est là où ça complexifie aussi avec Pôle emploi, parce que vous ne connaissez pas à l'avance votre revenu, du coup. Mais si vous percevez, du coup, si vous voulez percevoir le maintien des droits Pôle emploi, je reprends l'exemple, je touche 1 200 euros par mois. Donc à la fin de l'année, on a 14 400 euros. Si les résultats de l'entreprise est de plus 20 000 euros, donc 20 000 euros de bénéfices, Pôle emploi va considérer que vous avez eu 20 000 euros de revenus. Et donc, vont vous dire, faut nous rendre ces 12 000 euros là, parce que vous avez eu un double revenu. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles il faut faire très attention et pas hésiter à se faire conseiller à la CCI, à la Chambre des métiers ou par un comptable pour bien gérer ceci. Et petite attention sur les entreprises individuelles, une personne physique, comme vous et moi, du coup, ne peut pas créer 2 entreprises individuelles parce qu'elle est rattachée à votre personne. Donc c'est comme si vous vous dédoublez. Pardon. Donc je vais refaire le petit schéma. Il est encore plus simple pour les entreprises individuelles. Donc pour rappel, il y a le schéma pour les sociétés à droite, avec ce fameux mur, cette dissociation de personnes entre la personnalité morale et physique. Une entreprise individuelle, vous êtes une personne physique, l'entreprise individuelle, c'est vous. Vous êtes vous-même cette entreprise individuelle. Donc avantage des entreprises individuelles, c'est simple, c'est très facile. Des obligations comptables et fiscales allégées, c'est-à-dire que dans le cadre de l'entreprise individuelle classique, il y a juste un bilan comptable à faire à la fin de l'année. Déficit directement déduit des revenus du foyer, parce que forcément, des fois, on a une entreprise individuelle qui est en déficit, alors léger ou plus important. Et dans votre assiette fiscale, dans votre revenu fiscal de référence, ça va être déduit dans vos revenus. Donc voilà. Coût à la création moins élevé, du fait de la simplicité. Inconvénient, l'entreprise repose sur l'exploitant. Un seul patrimoine confondu, sauf dans le cas de l'EIRL. Une responsabilité illimitée, du coup que ça soit vous. Donc là, ce que je vous expliquais que le système de garantie ne marche même plus, parce que si l'entreprise est endettée, vous êtes endetté. Voilà, c'est exactement ça l'exemple. Développement de l'entreprise limité, si on se développe trop, on ne peut pas trop avancer, il faut peut-être changer de statut. Et ça répond aussi à la question, peut-on changer de statut en cours de route ? Effectivement, on peut changer, et ça arrive très couramment, notamment dans le cadre des micro-entreprises. On y reviendra juste après. Ce changement a un coût, il faut repayer les formalités pour la nouvelle structure. C'est-à-dire que je démarre en entreprise individuelle, globalement, les frais d'entreprise individuelle classique, c'est 250 € de création. Je veux passer en SARL, et le moment où le passage en SARL, je vais devoir payer les 1000 à 1200 € comme je disais, de frais de création. Et ça n'a pas forcément d'impact sur les aides obtenues lors de la création. Alors tout dépend des aides, c'est pas évident de répondre à cette question-là comme ça. Il faudrait regarder dans le détail quelles aides vous avez obtenues. Mais par exemple pour le maintien des droits de Pôle emploi, pas d'impact. Donc voilà. Et inconvénient des entreprises individuelles, donc fiscalité et charges sociales qui peuvent être plus élevées qu'en société. Je mets peuvent parce que c'est pas une réponse absolue, il faut aller voir dans le détail. Donc il faudrait voir un comptable ou un conseiller à la CCI pour regarder votre situation personnelle, voir ce qui vaut plus le coup. Donc le détail des entreprises individuelles, les micro-entreprises ou auto-entreprises. Alors des fois vous entendez un terme, des fois l'autre, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Sachez que c'est la même chose, c'est vraiment une question sémantique. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années a été créé le statut d'auto-entrepreneur, qui était fait pour des activités complémentaires. Ça servait à donner un cadre juridique à des gens qui faisaient des activités complémentaires. Et puis en 2016, en fait, ils ont rehaussé les plafonds de chiffre d'affaires, ce qui fait qu'ils ont changé le nom, donc micro-entrepreneur, mais on garde encore les deux. Donc c'est pour les activités commerciales et artisanales. Il faut savoir que par exemple les activités qui relèvent de la Chambre d'agriculture et du coup de la sécurité sociale de la Chambre d'agriculture ne peuvent pas être en micro-entreprise. Je pense notamment aux paysagistes. Nous on en voit pas mal à la Chambre de commerce. Si je suis paysagiste, je ne peux pas être en micro-entreprise. Forcément un autre format de société. Et tout ce qui est profession libérale réglementée. Évidemment, si je veux être avocat, je ne peux pas être en micro-entreprise, évidemment. Ça vaut pour les comptables, pour les médecins, etc. Donc c'est un régime fiscal et social qu'on appelle micro-BIC ou micro-BNC, donc avec un chiffre d'affaires maximum pour les prestations de services de 72 600 et pour l'achat-revente de 176 200 €. Le formalisme est très simple, c'est des déclarations qu'on fait auprès de la chambre dont on dépend, donc chambre de commerce, chambre des métiers ou bien URSSAF qu'on dépend de l'URSSAF. Une comptabilité simplifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de comptable derrière. Okay, on est sous franchise de TVA jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires qui est environ 50% du seuil maximum. On n'a pas de TVA à facturer.
je vous ai remis l'article exactement du Code des impôts à préciser sur les factures. Des charges qui sont calculées de manière forfaitaire. Alors quand je parle de charges forfaitaires, je parle notamment de l'URSSAF, les cotisations pour les formations, les cotisations pour l'État. Et donc pas d'expert comptable, ce qui fait que ça simplifie au maximum l'entreprise. Et une responsabilité illimitée, évidemment, comme toutes les entreprises individuelles. Donc je ne vais pas plus dans le détail, parce que juste après, justement à midi, vous aurez un atelier sur la micro-entreprise. Il y a l'entreprise individuelle classique, donc là, immatriculation, CCI, Chambre des métiers ou URSSAF, avec une comptabilité simplifiée. Mais il y a quand même la TVA et il y a quand même l'obligation de faire un bilan annuel, donc on a un comptable à l'année. Pas de dépôt de capital social comme précisé au début, pas de confusion, confusion des patrimoines comme précisé également. Régime fiscal impose sur le revenu du résultat, et le régime social, on paye des cotisations sur le résultat, autour de 40% comme un TNS classiquement. Donc c'est-à-dire que je fais plus 20 000 euros de bénéfices, mon revenu c'est 20 000 euros. Dedans est déjà compté en fait les charges sociales, et mon impôt sur le revenu sera basé là-dessus. Et enfin, il y a l'exception de l'EIRL. Vous voyez, en fait, si on prend juste les lettres, c'est un mélange une fusion entre l'EI, entreprise individuelle, et l'EURL. On appelle ça l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ça permet quoi? Ça va permettre d'avoir les avantages du système de l'entreprise individuelle, mais en mettant les avantages de l'EURL. Ce qui fait qu'en fait, on peut scinder le patrimoine parce qu'on fait une déclaration d'affectation au patrimoine professionnel. C'est que demain, j'ouvre mon magasin avec mon stock, mes meubles, et ben, je peux faire une déclaration en disant, bah voilà, sont compris dans mon patrimoine professionnel, mes meubles, mon stock, et en cas de dette ou de faillite, on ne prendra que dans cette déclaration-là. Obligation de tenir une comptabilité complète, un peu comme une société. Régime fiscal, donc là, on a le double choix. Par défaut, c'est de l'impôt sur le revenu, mais ça peut être de l'impôt sur la société. Attention, si on passe à l'impôt sur la société, c'est souvent irrévocable. On ne peut pas aller dans le sens inverse. Mais souvent, quand on fait de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, on le prend à l'impôt sur la société, ce qui permet, quand on a les aides de Pôle emploi, de se dire, bah, je me verse pas, mon résultat n'est pas considéré comme mon revenu, et donc de pouvoir bénéficier de Pôle emploi. Donc aujourd'hui, on l'utilise assez souvent depuis cette année pour ça. Et le régime social est différent selon IR ou IS. Donc, comment on choisit son entreprise individuelle? La micro-entreprise va être plutôt adaptée pour une activité secondaire. De base, historiquement, c'est prévu pour ça. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour du test d'activité. C'est-à-dire, bah voilà, j'ai mon activité de prestation de service, je ne suis pas trop sûr que ça marche, je voudrais démarrer de manière simple, sans trop de charges. Je vais peut-être, pourquoi pas, faire une micro-entreprise. Et on va prendre des activités avec peu de charges. On va éviter d'avoir une micro-entreprise avec un loyer et un emprunt en plus dessus. Pour faire les achats de début d'activité. Vous aurez le détail lors de l'atelier suivant. Les entreprises individuelles classiques, on va prendre pour des activités stables sans fort développement. On peut très bien ouvrir par exemple un restaurant d'entreprise individuelle, mais après il faut faire toujours le comparatif, faire des études chiffrées entre si je me mets en entreprise individuelle, quels sont les impacts sur la société et sur ma vie privée, et pareil en société. Et l'activité avec un résultat souvent inférieur à 25 000 euros, parce que vous verrez, si on est au-dessus, on risque de payer beaucoup d'impôts sur le revenu et payer beaucoup de charges sociales. Donc voilà. Et l'entreprise individuelle à responsabilité limitée a cet avantage d'être une forme un peu hybride entre entreprise individuelle et société. Et comme je vous ai mis, souvent utilisé en complément de dispositifs d'aide Pôle emploi, de maintien des droits de Pôle emploi. On l'utilise de plus en plus aujourd'hui. Donc là, c'est des comparatifs globales sur les différents statuts. Donc là, vous voyez le tableau avec les nombres d'associés. Donc je n'ai pas parlé du maximum qui est de 100, mais c'est très rare les sociétés avec 100 associés. On retrouve voilà, les différences majeures que je vous ai expliquées précédemment, le minimum du capital social. Si, une chose que je ne vous ai pas précisé, j'ai 10 000 euros de capital social, je ne suis pas obligé de mettre les 10 000 euros tout de suite. Je peux mettre que 20% à la création de cette somme-là. C'est le minimum 20%. Et le reste, on peut le donner sous 5 ans. En entreprise individuelle, pas de capital social. Le statut du dirigeant, donc en URL, SARL, gérant ou co-gérant, en SAS ou SASU, président, et organe de gestion libre, c'est-à-dire que souvent on dit directeur général, mais on peut lui donner le nom qu'on veut. Et l'entrepreneur individuel n'a pas de statut en particulier, il est chef d'entreprise, et il est seul maître à bord et plein pouvoir pour diriger, puisqu'on ne peut pas avoir d'associé. Déductibilité de la rémunération du dirigeant, oui si à l'IS, non si à l'IR. En gros, voilà, c'est est-ce que mon revenu va être compté dans les charges de l'entreprise ou est-ce que c'est le résultat de mon entreprise? Donc si on est à l'impôt sur la société, c'est-à-dire que mon salaire est considéré comme une charge de l'entreprise. Sinon, on est à l'impôt sur le revenu. D'où, c'est pour ça que j'ai mis, on peut mettre aussi le IRL à l'IS dans la case d'au-dessus. Le régime social, donc voilà, c'est ce que je vous reprécisais, là, il n'y a rien de nouveau.
Donc voilà. L'imposition. Donc voilà, là, il n'y a pas la spécificité de l'EIRL, vous pouvez le considérer comme le URL quasiment. Et donc la transmission de l'entreprise, en fait, toute autre société, type d'entreprise, hors entreprise individuelle, on peut céder son entreprise, la vendre, elle a une valeur. L'entreprise individuelle, on ne peut pas la céder parce qu'elle est rattachée à votre personne. C'est comme si vous vous vendez vous-même, ça n'a pas de sens. Donc en fait, on cède le fonds de commerce si on a un fonds de commerce, on peut céder le matériel, le revendre, mais l'entreprise aura un autre numéro de tirette et un autre nom. Les autres statuts, je vous disais que j'allais aborder un peu les autres statuts. On arrive un peu sur la fin de l'atelier. Les statuts que vous pourrez voir, bon, pour celui-ci, vous allez sûrement le voir, mais jamais y accéder, c'est la société anonyme. C'est une sorte de SAS, mais à plus grande échelle. Donc c'est quand même une société à responsabilité limitée, mais ce n'est pas du tout adapté sur des projets de création, parce qu'il faut au minimum 7 actionnaires, donc 7 associés, et un capital minimum de 37 000 euros. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde, évidemment, et formalisme très lourd. Ces sociétés-là, on les voit souvent, si vous suivez un peu la bourse, dans le CAC 40, les grandes entreprises sont en société anonyme, notamment. Il y a les sociétés en nom collectif. Alors j'en parle rapidement parce qu'on en voit très peu aujourd'hui, mais on en voit quand même, notamment dans les activités de bar tabac, parce que c'est une obligation légale. Donc c'est une société à risque illimité, donc comme quoi toutes les sociétés ne sont pas à risque limité, et on est associé solidairement et indéfiniment sur les biens personnels. C'est-à-dire que solidairement entre les associés, mais on peut aussi prendre sur les biens perso des personnes. Et enfin, la société civile immobilière, j'en parle. Alors, ce n'est pas un statut juridique d'entreprise commerciale. Ce n'est pas un statut qu'on utilise pour faire une activité professionnelle. Mais on l'utilise notamment dans l'achat de biens en fonction des activités qu'on veut faire. Je veux faire un gîte et en fait, je veux acheter une maison. On va potentiellement créer une SCI. Il faut 2 associés minimum. Alors, ça peut être une personne physique ou morale. Mais voilà, c'est que lorsque vous achetez carrément les murs de votre activité, moi, je vous conseille de passer par une SCI. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter un notaire ou votre notaire si vous en avez un. Et bien sûr, ça a créé avant l'achat du bien, parce que si vous achetez votre bien et vous dites après « Ah bah j'aurais bien créé une SCI », en fait, il va falloir repayer le bien une deuxième fois, ce qui n'est pas du tout avantageux. Mais voilà, je vous donne juste cette notion-là pour que vous ayez ça dans un coin de votre tête. Si voilà, vous êtes amené à acheter les murs de votre activité professionnelle, pensez à la SCI. Il y en a peut-être certains qui l'ont déjà à titre personnel quand ils ont acheté leur maison perso, c'est aussi possible. Et enfin, autre et dernier statut auquel je voulais vous parler, c'est les sociétés coopératives de production. Alors en fait, souvent, on le complète avec une forme de société, comme vous voyez, SCOP, Société Anonyme, SCOP SARL, SCOP SAS. C'est juste que ça fonctionne comme une SARL ou une SAS ou une ESA, sauf que c'est une gouvernance démocratique. C'est vraiment dans ce projet d'économie solidaire et sociale, où les salariés, par exemple, il faut que les salariés soient majoritaires de l'entreprise, toutes les décisions sont prises avec les salariés. C'est une forme très particulière d'entreprise. Et là, pour le coup, je vous conseille notamment la CRES, la Chambre régionale d'économie solidaire et sociale, pour vous conseiller sur ce statut-là, si vous êtes dans un projet coopératif, coopératif, tout ce qui est lié à l'économie solidaire et sociale. Donc là, je remets cette slide qu'on a vue au départ qui disait qu'il ne faut pas choisir son statut dès le début. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la première question à se poser. Ça va dépendre de l'ambition de votre projet, de votre situation personnelle et de l'activité. On peut le voir à travers tout ce que j'ai expliqué, que ce n'est pas évident tout de suite d'avoir un statut. Alors évidemment, en fonction des activités, nous, par habitude, on va vous dire, si vous faites telle activité, on va plutôt pencher vers tel statut. Mais en fait, nous, en rendez-vous, ce qu'on fait quand on l'accompagne dans le dispositif ici, Champion Web, dans lequel je travaille, qui a été présenté à l'atelier précédent, que vous pourrez retrouver plus tard sur YouTube si vous ne l'avez pas vu, on regarde toute votre situation personnelle et les ambitions du projet pour définir le statut le plus adéquat. On va regarder la situation de madame ou monsieur si vous êtes marié, de vos enfants, quel âge ils ont, que fait monsieur ou madame, est-ce que monsieur est déjà indépendant ou madame est déjà indépendante, ou est-ce qu'il est salarié. Enfin voilà, c'est plein de choses qu'on doit prendre en compte. Je vais rebondir sur une petite question qui est posée. Donc, comment choisir le montant du capital à la création? Proportionnel à l'investissement ou l'autre? Potentiellement, c'est proportionnel à l'investissement. Évidemment, un projet avec du faible investissement ne va pas forcément mettre beaucoup de capital social. Ça, c'est beaucoup en discussion avec les banques, notamment. C'est-à-dire qu'un projet où on investit, je ne sais pas, moi j'ai vu hier, là, encore hier, un monsieur qui va emprunter 20 000 euros pour son projet, il a mis que 2 000 euros de capital. Et après, ça dépend aussi de l'activité avec qui on va travailler. Si on travaille en B2B avec du professionnel, on a tendance à mettre un peu plus de capital pour assurer au professionnel en face le sérieux de son projet, de son entreprise. C'est un montant qui n'est pas forcément évident à choisir. Il ne faut pas hésiter à consulter un comptable et en échange avec la banque aussi. Mais voilà, souvent on regarde l'ampleur du projet, l'ambition du projet en tout cas, avec qui on va travailler et les investissements à faire. Voilà, vous avez bien résumé dans votre question à peu près ce qu'il faut regarder. Et pourquoi le choix important aussi, petit aparté aussi sur le régime matrimonial.
Je vous ai remis le schéma d'une société. On pourrait le faire quasi sur une entreprise individuelle. Il faut faire attention si on est marié ou pas, ou si on est pacsé, si on est en régime de séparation de biens. Parce que je vous reparlais, de cette caution personnelle possible. Si vous êtes marié sans contrat, donc vous êtes en communauté de biens par défaut, donc s'il y a une caution personnelle qui revient sur vous et vous devez 10 000 €, ils peuvent aller chercher chez le conjoint en mariage sans contrat. De la même manière pour le PACS. Alors que si on fait un contrat de séparation de biens au mariage ou au PACS, la personne est en dehors de l'entreprise. On peut dire oui, ça exclut la personne. Ça exclut dans les deux sens. Ça veut dire que si vous divorcez, et je ne vous souhaite pas évidemment, madame ou monsieur ne peut pas rechercher des parts dans l'entreprise, mais si l'entreprise à l'inverse est endettée, on ne peut pas les chercher chez madame ou monsieur. Donc j'insiste toujours à aller voir le notaire ou en parler au comptable en tout cas, par rapport à votre régime matrimonial. Ça, c'est super important. Je pense que je vais terminer là-dessus, parce qu'on arrive au bout du temps. Je ne sais pas s'il y a des petites questions, si on a du temps, ou peut-être 2 minutes, s'il y a des petites questions précises, je veux bien prendre le temps. Du chat en ligne qui a répondu à la plupart des questions. D'accord, top. Alors comme tu as largement déroulé et apporté beaucoup de réponses, on vous remercie d'ailleurs pour l'interaction du public. C'est vraiment l'objet de cet événement de pouvoir interagir ensemble. Alors là, on va pas forcément avoir le temps de recreuser à l'oral toutes les questions de chacun. Petite note que je voudrais rajouter, voilà, c'est ce que je mets dans la dernière diapositive, c'est que ne pas hésiter à se faire accompagner dans le choix de son statut. C'est pas évident à choisir, des erreurs sont possibles, et attention, rien n'est définitif, mais se faire accompagner par la CCI ou la Chambre des métiers dans le cadre du dispositif, par un comptable, soit avec des connaissances, mais rencontrer un comptable. De toute façon, dans la plupart des statuts, hors micro-entreprise, vous avez besoin d'un comptable. Donc rencontrez-en un déjà pour parler du statut, ou un avocat d'affaires. Hors micro-entreprise, c'est précisé. Et un notaire ou un fiscaliste si besoin pour votre situation personnelle. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. Une question qui est restée en suspens et que beaucoup ont posée, c'est de savoir est-ce qu'on pourra avoir accès aux slides et au contenu. Alors après le contenu, j'imagine qu'on va le retrouver sur YouTube évidemment dans les prochains jours, la semaine prochaine, donc vous l'aurez. Après, moi j'aurais pas de souci à l'envoyer si on récupère les mails ou les choses comme ça, il n'y a aucun problème pour l'envoyer. Donc voilà, donc le mieux c'est que vous vous rapprochiez de nous au niveau de la CCI, à contact@impulsion-business.com pour nous faire part de votre demande et puis on pourra vous transmettre la présentation en conséquence. Axel, on va te remercier en tout cas pour cette présentation très claire et pour l'exercice. C'est un sujet complexe, les statuts. On pourra en parler toute une journée. C'est ça. Et du coup, on reste disponible ici à la CCI pour répondre à tous ces points-là. L'atelier suivant, ça va être pour un modèle un peu plus simple qui est celui de la micro-entreprise. Donc Audrey Thieble-Baudret va pouvoir aborder tous les sujets de la micro-entreprise. Donc je vous invite à nous retrouver d'ici un quart d'heure pour avoir tous les compléments d'information à ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci à tout à l'heure.